Araceli Turmot, maître de conférence à l'Université de Nantes et directrice du Master 1 en droit européen et international. Il est indispensable de bien dissocier l'autorité de la chose jugée de l'autorité normative ou la portée normative que peuvent produire des actes juridictionnels. En réalité, il s'agit de phénomènes complètement différents. Quand on n'est pas spécialiste de droit processuel, on a parfois tendance à penser d'abord, quand on pense à l'autorité des arrêts, à penser à leur autorité normative, au fait qu'ils peuvent faire jurisprudence, qu'ils peuvent produire des effets sur l'ordre juridique dans son ensemble. Mais l'autorité de la chose jugée, c'est vraiment quelque chose qui est très différent. C'est le fait de ne pas pouvoir remettre en question ce qui a été tranché dans un cas précis par une juridiction pour ce cas-là, donc pour ce litige-là. Donc, c'est par exemple, le juge a tranché dans un litige entre deux parties en donnant raison à l'une des parties en jugeant que l'autre, par exemple, devait lui verser X somme d'argent pour les motifs suivants. Ben, c'est sur ça que va porter l'autorité de la chose jugée. C'est sur le fait que pour les motifs suivants dans ce litige-ci, on ne peut pas remettre en question le fait que le juge a tranché que telle partie devait une somme d'argent à telle autre partie. Ça n'a rien à voir avec la question de savoir si, pour motiver cette décision dans ce cas concret, le juge s'est appuyé sur telle norme ou sur telle autre, s'il a retenu une interprétation nouvelle de la norme sur laquelle il s'appuyait ou pas. Donc l'autorité de la chose jugée, c'est vraiment une autorité qui s'exerce au niveau procédural et qui protège ce qui a été tranché dans un litige spécifiquement et non pas la motivation juridique de la décision uniquement. La motivation de la décision n'est concernée qu'en ce qu'elle est indispensable pour comprendre le dispositif, mais l'autorité de la chose jugée ne porte pas du tout sur la règle juridique générale qui est appliquée au cas concret. Elle porte sur la décision dans le cas. Alors qu'une portée normative éventuelle d'un arrêt, elle porte plus généralement sur la règle telle qu'elle est formulée, le principe tel qu'il est formulé ou interprété par le juge. Alors, il y a un cas en droit de l'Union européenne qui a pu créer une certaine confusion, c'est le cas des arrêts rendus sur renvoi en appréciation de validité ou en interprétation, sur la base de l'article 267, puisque là, on a parfois eu l'impression qu'il ne pouvait pas y avoir de décision qui tranchait quoi que ce soit, puisqu'il n'y a pas de partie, on ne tranche pas le litige. Mais en réalité, il ne faut pas aller chercher très loin pour s'apercevoir qu'en droit français même, on a une notion d'autorité de chose jugée qui s'applique entre ordres juridictionnels justement à l'occasion des renvois préjudiciels et que c'est totalement différent de la question de savoir sur quelle norme générale le juge s'est appuyé. Alors, même si dans le renvoi préjudiciel, on peut parfois, dans la conception traditionnelle du renvoi préjudiciel, puisque les dispositifs sont de plus en plus précis et concrets, mais dans une conception générale du renvoi, où on aurait une décision de la Cour de justice qui porterait uniquement sur l'interprétation d'une norme générale dans l'abstrait, eh bien, la distinction est un peu plus compliquée à faire d'un point de vue conceptuel, mais en réalité, du point de vue de la fonction de l'autorité de la chose jugée, la distinction est assez facile à faire. Ça ne sert pas à la même chose, ça n'a pas le même rôle dans le système juridique. Un aspect, c'est vraiment cet instrument processuel. L'autre, c'est la question de la déclaration que la juridiction a faite sur le contenu de la norme générale. L'autorité de la chose interprétée est une notion qui a été développée au départ dans le droit communautaire
un peu comme une proposition doctrinale qui visait justement à régler la question de cette autorité de choses jugées qu'on n'arrivait pas très bien à comprendre en ce qui concernait le renvoi préjudiciel, parce qu'on disait que ça ne peut pas vraiment produire d'autorité de choses jugées puisqu'on n'a pas vraiment tranché un litige, et en même temps cette conscience très claire du fait que le renvoi préjudiciel, notamment le renvoi en interprétation, permettait à la Cour de simplement donner des interprétations du droit, et donc quelque chose qui correspondait à plutôt une fonction normative en fait de la Cour de justice, qu'on avait du mal à réconcilier avec une conception traditionnelle de la fonction du juge, notamment dans des systèmes comme le système français, dans lesquels on a toujours un peu du mal à considérer la jurisprudence comme une source du droit. Le problème de cette idée, qui était au départ donc de dire les arrêts rendus sur renvoi préjudiciel, en tout cas en interprétation, ne produisent pas une autorité de la chose jugée, ils produisent une autorité de la chose interprétée, qui est donc différente et qui, elle, produit des effets normatifs. Le problème de cette notion est que, d'une part, elle contredit la jurisprudence de la Cour qui dit désormais clairement que les arrêts rendus sur renvoi préjudiciel produisent l'autorité de la chose jugée. Deuxièmement, elle suppose que les arrêts rendus sur renvoi préjudiciel en interprétation ne font qu'interpréter le droit écrit, puisque l'idée est de faire reposer le poids normatif de l'arrêt sur le poids normatif de la règle interprétée. Donc, si l'arrêt interprète le traité, l'arrêt aura une valeur normative équivalente à la disposition du traité. Si l'arrêt interprète un règlement, l'interprétation aura une valeur équivalente à la norme interprétée dans le cadre du règlement. Le problème, c'est qu'en réalité, l'arrêt rendu sur renvoi préjudiciel a parfois permis à la Cour de créer ex nihilo des choses qui ne sont décemment pas des interprétations du traité ou d'actes législatifs ou réglementaires. L'arrêt Zambrano, quand on en pense d'un point de vue politique, clairement n'est pas une simple interprétation de l'article 20. C'est la création par la Cour de quelque chose qui va au-delà de l'interprétation. L'arrêt Factor Time ou l'arrêt Frankovitch ne sont pas des interprétations du traité, ce sont des créations de la Cour de justice pour combler ce qu'elle avait perçu comme des lacunes de son ordre juridique. Mais je veux dire, on ne peut pas considérer que ce sont des interprétations. Et par ailleurs, il y a un gros défaut en fait dans cette notion telle qu'on la conçoit comme rattachée spécifiquement au renvoi préjudiciel, c'est que en réalité la Cour et le tribunal de l'Union européenne ne font aucune distinction en ce qui concerne la portée normative de leurs propres arrêts, suivant qu'il s'agisse d'arrêts rendus sur renvoi préjudiciel ou d'arrêts rendus à l'occasion d'autres voies de droit. Un arrêt rendu sur la base d'un recours en responsabilité ou d'un recours en annulation peuvent avoir la même portée normative en réalité, puisque ce n'est pas le dispositif de l'arrêt qui fait sa portée normative, c'est la manière dont la Cour formule la norme ou les normes sur lesquelles elle s'appuie pour trancher. Et donc, à ce moment-là, en réalité, la nature de la voie de droit dans le cadre de laquelle la décision a été rendue importe peu pour savoir quel va être l'impact normatif de la décision. D'ailleurs, c'est bien pour ça aussi qu'on ne peut pas savoir le jour où l'arrêt est rendu, quelle sera sa portée normative. Est-ce que ce sera un arrêt de principe à partir duquel se développera une jurisprudence abondante? Est-ce que c'est un arrêt qui va rester en fait un cas un peu d'exception, qui ne va pas vraiment donner suite à de grands développements jurisprudentiels? Tout ça, c'est difficile à savoir. Parfois, on peut prévoir un peu, mais on ne peut pas vraiment le savoir le jour où l'arrêt est rendu. C'est bien parce que, en réalité, ça ne dépend pas de savoir si c'est un arrêt rendu sur renvoi préjudiciel ou autre chose. C'est que ça dépend surtout du contenu normatif potentiel de la décision tel qu'il va être interprété par la suite par les autres acteurs du système juridique et par le tribunal et la Cour eux-mêmes. Une interprétation plus récente, qui commence à dater un peu en France de cette notion d'autorité de la chose interprétée, a été d'élargir en fait le champ de cette notion pour dire finalement c'est une autorité qui s'attache à potentiellement à un peu toutes les décisions juridictionnelles de la Cour de justice,
On a aussi utilisé la même notion pour décrire d'autres types de jurisprudence dans d'autres systèmes, par exemple le droit développé par la Cour européenne des droits de l'homme. Et l'idée est de dire, on est là face à une forme de jurisprudence qui crée des effets normatifs. Mais à ce moment-là, en fait, la difficulté est que on voit beaucoup moins l'intérêt de la notion. C'est-à-dire que la différence conceptuelle entre l'autorité de la chose interprétée et la jurisprudence est relativement floue. Alors, on retrouve en fait des éléments qui sont liés à une conception très française et très traditionnelle, parce que bon, maintenant, on a quand même le Conseil d'État depuis très longtemps qui crée du droit et le Conseil constitutionnel qui ont fait de même. On a la Cour européenne des droits de l'homme, on est habitué quand même à cette idée que le juge, en fait, surtout le juge des droits de l'homme, le juge constitutionnel, crée du droit inévitablement. Mais on a cette idée que, par exemple, pour faire jurisprudence, il faut plusieurs décisions. Donc, si une seule décision a elle-même une portée normative, ça paraît un peu étrange et donc on se dit, ça ne peut pas être juste une jurisprudence. Donc, il faut autre chose comme terme. Mais le problème est que du coup, il y a plein de définitions possibles de l'autorité de choses interprétées, parce que chaque auteur un peu a développé sa vision, et qu'on n'a jamais résolu les problèmes de base, qui sont que on continue de parler de choses interprétées, même pour des choses qui sont des créations quasi ex nihilo des juges. Un principe créé par un arrêt n'est pas véritablement une chose interprétée, et que on se limite en réalité par l'usage de cette notion, on se limite dans le vocabulaire et dans les approches de la création du droit qu'on pourrait utiliser en fait, pour décrire ces phénomènes de création normative par les juges, qu'on pourrait utiliser si simplement on allait voir la manière dont on décrit ces phénomènes dans d'autres systèmes juridiques. Parce que l'autorité de la chose interprétée, c'est une notion franco-française qui a un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu d'influence dans d'autres sphères francophones, mais aucune ailleurs. Donc on a du mal à comprendre pourquoi les autres juristes d'autres traditions européennes arrivent à analyser les jurisprudences européennes sans faire appel à cette notion, et que dans le contexte francophone, on a encore tendance beaucoup à faire appel à cette notion. Et enfin, il y a un gros défaut, c'est justement qu'on maintient cette confusion entre l'autorité de la chose jugée et la portée normative. Parce que bien souvent, on retrouve des affirmations selon lesquelles un arrêt, quand il produit autorité de chose interprétée, ne peut pas produire autorité de la chose jugée. Mais c'est faux. En réalité, une autorité de la chose jugée va être produite s'il s'agit d'un acte juridictionnel et parfois, il n'y aura jamais l'occasion ne se présentera pas de faire jouer l'autorité de la chose jugée dans un niveau procédural. Par exemple, il n'y aura jamais à soulever d'exception d'irrecevabilité fondée sur cette autorité de la chose jugée, où il n'y aura jamais de juge qui statue sur le même litige en appel suite à un renvoi préjudiciel fait en première instance, et du coup, on n'aura jamais à mobiliser d'arguments tirés de l'autorité de la chose jugée à ce niveau-là. Mais ça ne signifie pas que cette autorité de chose jugée n'existe pas, ni qu'elle est incompatible avec une portée normative. C'est tout à fait compatible et ça existe dans tous les systèmes juridictionnels où il y a des cours qui rendent des arrêts qui ont l'autorité de la chose jugée et également qui peuvent, par la manière dont ils formulent des règles qui fondent leurs décisions, ces arrêts peuvent produire des effets normatifs sur l'ordre juridique. Je suis assez favorable, comme d'autres auteurs depuis un certain nombre d'années, je suis loin d'être la première à avoir fait cette proposition, à l'utilisation du vocabulaire du précédent, du precedent, en fait, en droit de common law, pour décrire les phénomènes de création normative au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne. En réalité, l'usage de ce terme présente deux avantages majeurs, à mon sens, pour comprendre le phénomène de création normative par la Cour de justice de l'Union européenne.
D'une part, ce terme permet de régler la question de savoir s'il y a une portée normative, si cette portée normative réside dans le dispositif ou pas, si cette portée normative peut être distinguée de l'autorité de la chose jugée ou pas. Si on utilise le terme de précédent, on se réfère à un cadre théorique qui a été développé par les juristes et les théoriciens en common law. Et donc, on a une distinction on ne peut plus claire entre l'autorité de la chose jugée et la portée normative. La portée normative réside dans la manière dont la juridiction va formuler la règle qu'elle applique pour résoudre le cas. Et cette portée normative s'attache potentiellement à n'importe quelle décision, alors avec un poids qui augmente au fur et à mesure que la juridiction est haut placée dans le système juridictionnel. Donc, pour la Cour de justice de l'Union européenne, un poids supérieur à celui qui serait une décision, par exemple, du tribunal de l'Union européenne, mais une décision du tribunal de l'Union européenne et un précédent également. Donc, de ce point de vue-là, il y a une espèce de clarté dans le vocabulaire et dans la distinction avec l'autorité de la chose jugée qui me paraît indispensable et qui n'est pas remplie par la notion d'autorité de chose interprétée telle qu'elle existe dans certains écrits francophones. Par ailleurs, c'est une notion qui est très bien comprise par des juristes à l'extérieur de la France, qu'il s'agisse de juristes formés dans les traditions de common law ou de juristes qui sont simplement familiarisés avec le concept en common law, parce que tout le monde a un peu l'idée qu'en common law, on a ce concept de précédent. Donc, ça permet aussi un dialogue international plus facile. Le deuxième gros avantage en fait, de ce concept, c'est tout le bagage conceptuel qui accompagne la notion de précédent. C'est-à-dire que la notion de précédent ne vient pas seule, elle s'exprime de différentes manières suivant les systèmes de common law. Évidemment, on connaît le système du stare decisis tel qu'il a été formulé de manière théorique en droit anglais. En réalité, ce système a évolué dans le temps de manière quand même assez significative. Et par exemple, cela fait plusieurs décennies que la Chambre des Lords, actuelle Cour suprême, ne se tient plus pour absolument liée par ses propres précédents. Mais dans d'autres systèmes de common law, notamment en droit constitutionnel, par exemple au niveau de la Cour suprême des États-Unis, on a une approche beaucoup plus flexible du précédent, mais c'est l'évidence même compte tenu des sujets à traiter qu'on est obligé d'être plus flexible. Et par ailleurs, on a en fait tout un bagage pour comprendre la manière dont les juridictions utilisent leurs propres arrêts antérieurs, la manière dont ces arrêts antérieurs viennent nourrir la motivation de leurs décisions actuelles. Et ça a un effet aussi un peu responsabilisant des juridictions. Donc, par exemple, on va essayer de distinguer à l'intérieur d'un arrêt ce qui doit constituer le précédent, et notamment, donc on a cette notion de ratio decidendi, c'est-à-dire ce qui a motivé la décision, qu'on va distinguer d'éléments dans l'arrêt qui, en réalité, étaient peut-être des commentaires qui ont été ajoutés ou des éléments qui ont été ajoutés, mais qui ne sont pas essentiels pour comprendre la décision. Et donc, c'est un travail qui se fait évidemment dans le temps, ce n'est pas un travail qui peut être fait à la première lecture de l'arrêt, en fait, ça va dépendre de la manière dont on va l'utiliser par la suite, mais on voit bien quand on étudie la jurisprudence en droit de l'Union européenne, le même genre de phénomène, c'est-à-dire que certains aspects des arrêts, on a tendance à considérer qu'ils devraient un peu plus naturellement être considérés comme ayant une portée normative, alors que d'autres aspects des motivations apparaissent un peu plus comme des ajouts mais qui ne sont pas indispensables pour comprendre la décision, qui sont des choses qui ont été ajoutées pour d'autres motifs. Et ça peut être intéressant d'imaginer que le juge est conscient de ça et donc que le juge devrait faire attention à ce qu'il met dans ses arrêts, comme ratio decidendi ou comme potentiellement quelque chose qui sera interprété par la suite comme obiter dictum, c'est-à-dire quelque chose qui s'ajoute mais qui n'est pas inscrit dans la ratio du cas.
Et cette distinction n'est parfois pas très claire dans les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, mais elle intervient. En fait, on voit de plus en plus des références des avocats généraux eux-mêmes, par exemple, à cette notion d'obitaire. Ah non, mais attention, ça apparaissait dans tel arrêt antérieur, mais sous la forme d'un obitaire, donc ça ne nous lie pas. Il y a aussi tout un vocabulaire autour de différentes catégories de précédents qui lient plus ou moins la juridiction. Par exemple, ses propres précédents ou ceux de la juridiction supérieure dans son même système juridictionnel, forcément la lient davantage. Des références qu'elle va faire à des juridictions qui sont dans d'autres systèmes juridiques peuvent être intéressants, mais ça ne va pas la lier. Là, à nouveau, la Cour de justice fait souvent référence à des décisions ou à des sources qui sont externes au droit de l'Union européenne. Alors, sans parler de la question de la CEDH, parce que là, bon, on a quand même une obligation dans une certaine mesure de suivre la jurisprudence de la charte, de la Cour européenne des droits de l'homme, mais qui est inscrite dans la charte, mais des références à d'autres cours suprêmes, des références à des cours constitutionnels, etc., cours interaméricaines, bon, à des travaux d'institutions internationales. Mais ces références-là, clairement, ne sont pas présentées comme liant la juridiction. Donc là aussi, il y a un intérêt à se référer à la manière dont on analyse les choses dans les systèmes de précédents, où on a beaucoup plus réfléchi à la manière dont les juridictions créent le droit à partir de leurs propres décisions antérieures. Ce qui est quand même la manière dont la Cour de justice fonctionne pour motiver ses arrêts, en fait, sauf dans des cas très techniques où elle peut se contenter, mais c'est très rare, de s'appuyer uniquement sur des droits écrits. En réalité, elle s'appuie énormément sur sa propre jurisprudence et elle le fait explicitement. Et cette référence explicite aux arrêts antérieurs n'est pas faite de manière très claire ni très cohérente. On a souvent pu reprocher à la Cour de justice, par exemple, qu'elle ne fasse pas bien de distinction entre certains arrêts qui devraient peut-être être considérés comme des arrêts de principe et d'autres arrêts qu'elle cite, mais on ne sait pas très bien pourquoi. Est-ce que c'était le dernier, le plus récent en date sur le même sujet? Pourquoi tel arrêt plutôt qu'un autre, etc. Ce sont des choses qui apparaissent un peu plus dans les conclusions d'avocats généraux, mais en réalité, on peut imaginer qu'un recours plus fort aux notions tirées des systèmes de précédents, de manière à distinguer, voilà, dans un arrêt, qu'est-ce qui est vraiment important comme précédent, qu'est-ce qui ne fait pas partie de la ratio, quels sont les précédents les plus importants, pourquoi je choisis tel précédent plutôt qu'un autre, etc. Bien, ce sont des éléments qui amélioreraient la rédaction et la motivation des décisions et parfois des conclusions d'avocats généraux. Et ce sont des éléments qui sont assez liés à cette conception-là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a reconnu l'existence d'un système de précédent, on peut plus facilement s'engager dans ce genre d'analyse. À l'heure actuelle, dans la jurisprudence de la Cour de justice, on est un peu entre les deux. On agit clairement comme si les arrêts étaient une source du droit. Ensuite, on fait parfois usage des termes de ratio ou obitaire, etc. Mais ça reste assez marginal et l'essentiel de la pratique, même des avocats généraux, n'est pas de ce type-là. Donc, imaginez un système de précédent, évidemment, qui soit spécifique au droit de l'Union européenne. Il ne s'agit pas de copier-coller, et encore moins le droit anglais, qui est le système de précédent le plus strict dans les systèmes de common law. Il ne s'agit pas du tout d'essayer de plaquer un modèle extérieur sur le droit de l'Union européenne. Les traditions sont complètement différentes. Le droit de l'Union européenne a été construit d'abord sur des bases de systèmes civilistes, etc. Mais l'usage de ce terme et de tout le bagage en fait, théorique qui va avec, il me semble, permet de mieux comprendre la manière dont les juges de l'Union européenne contribuent à l'édification du droit de l'Union, et aussi permettrait, si les juges de l'Union européenne se les appropriaient, tous ces éléments, toutes ces références, tous ces outils d'analyse, cela permettrait d'améliorer aussi la rédaction, la motivation des décisions et
peut-être de régler certains des problèmes qu'on repère parfois avec des lignes de jurisprudence contradictoires, etc.